c'est une situation qui est beaucoup plus complexe parce que il va être très difficile maintenant de repartir en arrière, de refermer des restaurants ou d'autres lieux comme des salles de sport ou enfin, etc., qui ont été ouvertes entre-temps et de remettre des nouvelles restrictions. Professeur Gabriel Itzviki, bonjour, Boker Tov. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin pour essayer d'y voir un peu plus clair sur ce second rebond, cette seconde vague qui frappe, on va dire, de plein fouet l'État d'Israël. Et on a même le sentiment qu'elle est plus importante que la première. On a bien besoin de votre éclairage en tant que directeur du département de pneumologie de l'hôpital de Shaare Zedek à Jérusalem. Dites-nous, est-ce qu'effectivement on est dans une situation plus grave que lors du premier confinement, au moment du premier confinement, lors de la première crise? Alors on est dans une situation beaucoup plus complexe, je dirais, dans le sens où au début ça a pris bien entendu tout le monde de surprise, bien entendu en Israël mais dans le monde entier, et lorsque le gouvernement a décidé de fermer en fait le pays pour 15 jours durant les fêtes de Pâques, de Pessah, tout le monde a fait ce qu'il fallait faire et tout le monde s'est prêté à ça. Maintenant, beaucoup de gens pensent, à tort, mais pensent que finalement les dégâts n'étaient pas très importants, il n'y a eu que, entre guillemets, 350 morts de Corona, donc pour faire des telles histoires, et donc on peut faire ce qu'on veut, et si vous vous promenez dans la rue comme tout le monde, vous verrez que beaucoup de gens malheureusement ne portent pas de masque, que les gens ne font pas vraiment attention à la distanciation, que les gens s'embrassent, se donnent la main, enfin se tiennent, etc., etc. Et donc c'est une situation qui est beaucoup plus complexe parce que il va être très difficile maintenant de repartir en arrière, de refermer des restaurants ou d'autres lieux comme des salles de sport ou enfin, etc., qui ont été ouvertes entre-temps et de remettre des nouvelles restrictions. Et c'est ce qu'il faudrait en fait faire. Donc, situation plus dangereuse, je ne sais pas, plus complexe, très certainement, oui. Alors, est-ce qu'il y a un changement au niveau du virus? Parce qu'on se pose la question, c'est presque récurrent. Est-ce qu'il y a une sorte de mutation du virus? Est-ce que c'est le même virus? Est-ce qu'il frappe de la même manière? Est-ce que les malades, les symptômes, les malades que vous recevez dans votre département, est-ce qu'ils souffrent des mêmes symptômes que lors de la première vague? Alors, c'est le même virus, c'est la même maladie, mais le comportement de la population est différent. Donc, c'est pour ça que finalement, les patients que nous recevons à l'hôpital, dans les unités de Corona, sont différents. Au début, donc au mois de mars, d'avril, mai, enfin, etc., c'était surtout une population âgée, avec des maladies, etc. Et aujourd'hui, cette population a appris à faire attention. Cette population, en bonne partie, ne sort pas de son domicile ou sort beaucoup moins, ne sort certainement pas sans les précautions nécessaires, à savoir le masque, l'hygiène des mains, la distanciation, etc. Alors qu'aujourd'hui, c'est une population plus jeune qui a appris par les journaux, les médias, la radio, la télévision, etc., que si les jeunes attrapent cette maladie et sont infectés, ce n'est pas grave, parce que ils ont un maximum de chances de pouvoir s'en sortir sans symptômes. Tout de suite, je vous expliquerai que c'est faux. Et donc, c'est pas grave, on fait ce qu'on veut. Et en fait, on se retrouve devant une situation où il y a beaucoup plus de personnes jeunes. Quand je dis jeunes, je parle à peu près de la trentaine, quarantaine, cinquantaine, mais par rapport à la première vague, qui sont aujourd'hui infectés, qui sont malades. Mais alors, qui sont malades légers ou ce sont des malades graves que vous soignez dans votre département? Il y a de tout. Il y a des malades légers, mais il y a aussi des malades graves, malheureusement. Et en plus de ça, je peux également vous dire, nous avons commencé il y a de ça à peu près 3 semaines, un mois, une étude dans mon département, dans le département que je dirige, le service de pneumologie à l'hôpital universitaire de Shaare Zedek, qui est une étude de suivi sur les patients Corona qui ont guéri officiellement, oui. Donc qui ont eu 2 sérologies ou 3 négatives, 2 tests négatifs ou 3, et la majorité de ces patients, donc plus que 50%, mais bien plus, même aux alentours de 70%, malgré le fait qu'officiellement ils ont guéri, ces gens-là sont encore symptomatiques. Ils ont des séquelles. Ils ont des séquelles, et même des patients qui étaient classifiés comme ayant une maladie légère souffrent, la plupart souffrent de fatigue extrême, de la peine à se concentrer, mais également d'autres symptômes comme de la peine à respirer, de la toux, des douleurs thoraciques, des douleurs musculaires, perte de cheveux, troubles neurologiques et j'en passe. Ah, donc contrairement à une certaine idée
préconçu. Celui qui a déjà contracté le virus, eh bien, n'est pas immunisé, ou il n'est pas, en tout cas, il est peut-être pas guéri totalement. C'est ça. Voilà. Alors je crois que ça doit être le message principal de cette émission et d'autres émissions, c'est que non, les jeunes ne sont pas à l'abri de cette maladie, et c'est vrai que si ils se font infecter, le risque d'avoir une maladie aiguë au début est plus faible que la population âgée, la population à risque, mais malgré tout, elle existe, et pendant la phase de post-corona, on appellera ça, donc une fois que les tests deviennent négatifs, à ce moment-là, ils ont un risque élevé de séquelles importantes qui interfèrent avec la vie de tous les jours, et les gens nous disent qu'ils n'arrivent pas à se concentrer, qu'ils n'arrivent pas à retourner au travail, qu'ils n'arrivent pas à fonctionner, et certains sont plus malades maintenant qu'ils n'étaient au moment où ils avaient l'infection. Alors, est-ce que si vous étiez, on va dire, en contact avec les principaux dirigeants israéliens, ceux qui doivent décider justement d'un confinement, d'un second confinement ou pas, quelle serait votre recommandation au vu de ce que vous voyez, vous, dans votre département ces dernières semaines? Ok. Alors, je ne suis pas là-bas. Je ne sais pas si je dois dire heureusement. Heureusement, oui, voilà, exactement. Mais je ferai deux choses. La première chose, c'est que on a entendu beaucoup de critiques sur le gouvernement, etc. C'est facile de critiquer le gouvernement. Je pense qu'il doit y avoir beaucoup plus au niveau personnel, en fait, au niveau personnel et au niveau des différents restaurants, enfin des différentes secteurs d'activité, travail des différents secteurs d'activité, beaucoup plus de responsabilité. Donc la responsabilité doit être une responsabilité personnelle et non pas une responsabilité, non pas seulement une responsabilité du gouvernement. Alors j'aimerais vous expliquer ce que j'aimerais dire. À mon avis, ce qu'il faudrait faire, c'est transmettre la responsabilité aux propriétaires des différents secteurs, des différentes activités, et leur dire, vous pouvez ouvrir votre business, mais à condition que vous respectez les règles à 100% dans votre propre affaire. C'est-à-dire, à partir du moment où l'on voit qu'il y a des agents de sécurité, enfin, etc., qui voient que dans un restaurant, dans une salle de sport, n'importe où, les règles de sécurité ne sont pas respectées, il faut fermer sur place cette activité. Donc, transmettre la responsabilité aux propriétaires, aux responsables. J'étais dans un restaurant dont je tairai les noms, bien entendu, mais vendredi, il y a 10 jours de ça, à l'extérieur, j'ai réservé une place à 9h du matin pour être relativement tôt, et en fait, je suis rentré dans la cuisine, juste comme ça, par intérêt, et il y avait là-bas 5 cuisiniers dans une toute petite cuisine, aucun avec un masque. Donc ça, c'est une catastrophe, c'est interdit ça. Et un endroit comme ça, il faudrait le fermer sur place directement. Maintenant, du point de vue confinement, c'est clair et évident qu'un confinement généralisé du point de vue médical, je ne parle pas du point de vue économique, mais du point de vue médical, c'est la meilleure solution, mais à condition qu'après, une fois que le confinement est ouvert, on respecte les règles de nouveau. Si tout est ouvert, tout est libéralisé, après 15 jours de confinement ou 3 semaines de confinement, ça ne sert à rien. Il y aura exactement ce qui s'est passé maintenant, à savoir la première vague en confinement total, puis tout a été ouvert de manière très précipitée, et maintenant la deuxième vague dans laquelle on est qui fait très peur. Alors tout à l'heure vous disiez qu'il n'y avait pas beaucoup de gens qui portaient le masque. Il y en a quand même ces derniers jours un peu plus, en tout cas dites-moi, il y en a de plus en plus parce qu'effectivement oui. Quelque part les mises en garde portent un peu, mais je suis un peu étonné parce que en comparaison à ce qui se passe en Europe, eh bien on voit par exemple hier en France, personne n'a le masque, personne ne porte le masque. Et on n'a pas le sentiment qu'il y a un second rebond de la maladie là-bas. Comment vous expliquez cela? Alors, je dirais deux choses. La première chose, je pense, avec tout mon respect, que la France est un mauvais exemple, parce qu'on a vu pendant la première phase ce qui s'est passé en France, et c'était une catastrophe par rapport à ce qui s'est passé en Israël. Et quand je vois moi-même les photos de France, d'Europe, enfin, etc., les vacances dans différents pays tout le monde européens, est en vacances et personne ne porte le masque. Mais ça viendra à mon avis. Ça viendra à mon avis. Et ça risque d'être une catastrophe à la rentrée. Vous voulez dire que est-ce que Israël aujourd'hui, de la même manière qu'Israël est sorti de la crise sanitaire rapidement et qu'elle était, on va dire, en avance par rapport à d'autres pays, aujourd'hui on est déjà aussi en avance dans le second rebond par rapport à d'autres? Je pense. Et à mon avis, ça ne fait aucun doute qu'il y aura une seconde vague qui sera extrêmement sévère en Europe.
Comment vous vous préparez aussi, si c'est possible de se préparer dans la conjoncture actuelle, à l'hiver qui va arriver dans les prochains mois, tout de suite après les fêtes? Comment est-ce que vous prenez aujourd'hui entre médecins, chefs de service, des dispositions pour voir venir ce qui va se passer pendant l'hiver? Parce qu'on nous parle de l'hiver avec une vague de coronavirus, mais aussi la grippe. Comment vous allez gérer tout cela? Alors, vous savez, on nous a dit d'abord que l'été amènerait une meilleure période où le virus probablement ne survivrait pas, ce qui n'est très malheureusement pas le cas. Et je dois dire qu'avec ce coronavirus, nous avons appris à vivre au jour le jour, du point de vue médical, du point de vue économique, etc. Donc c'est clair qu'on pense déjà, on essaie de prévoir déjà le futur, à savoir l'hiver. Si nous n'aurons pas trouvé, si le monde médical n'aura pas trouvé d'ici là un traitement ou une vaccination, à ce moment-là, les résultats risquent d'être extrêmement graves. Mais vous savez, je pense que pour l'instant déjà, la situation est alarmante. On n'a pas besoin d'attendre l'hiver. Regardez les chiffres en Israël. Et si on ne fait pas quelque chose maintenant, la situation va devenir encore plus alarmante. C'est maintenant qu'il faut, au niveau des autorités, penser à la rentrée scolaire, pas demain et après-demain, et réfléchir, c'est là tout de suite. C'est maintenant qu'il faut penser aux grandes fêtes juives, à Rosh Hashanah, à Kippour, comment est-ce qu'on va faire, parce que c'est ça les grands problèmes qui sont devant nous. Alors, une dernière question qui se rapporte aux personnes âgées, parce que vous nous disiez tout à l'heure que les malades sont moins aujourd'hui les personnes âgées que des personnes, on va dire, de 30, 40, 50 ans, des gens plus jeunes. Comment doit-on se comporter face aux personnes âgées aujourd'hui? Parce que ces personnes âgées, pour beaucoup, elles sont restées pendant plusieurs mois en confinement. Elles ont même, on va dire, développé certains symptômes on va dire, une psychose de sortir ou du contact. Comment doit-on gérer cette crise avec les personnes âgées? Est-ce qu'on doit leur permettre de se promener, de sortir, d'aller par exemple au restaurant, et alors, est-ce que par exemple les masques et les respects des distanciations sociales suffisent pour leur permettre de malgré tout de se remonter le moral en renouant une activité comme celle qu'elles avaient avant la crise? Alors, je vous remercie pour cette question qui est extrêmement importante. D'un côté, comme j'ai l'habitude de dire, on ne peut pas enterrer les gens vivants. Donc, c'est clair qu'il faut qu'on tienne compte de la population âgée, de ses besoins. On ne peut pas leur dire restez à la maison et ne sortez pas. Ça fait déjà 4 mois que ces gens-là ne sont pas sortis de la maison. Ils doivent sortir, ils doivent voir leur famille, ils doivent voir les enfants et les petits-enfants, etc. Mais oui, nous devons redoubler de prudence, ce qui veut dire que nous pouvons voir nos parents, grands-parents, mais seulement à l'extérieur, avec une distanciation sociale, avec des masques, ne pas les embrasser, ne pas s'approcher trop de eux, et à des moments de la journée où il y a relativement peu de monde, donc à savoir le matin tôt ou en fin d'après-midi, début de soirée. C'est pas envisageable, par exemple, d'inviter des parents pour un repas de Shabbat s'ils sont âgés? Alors je vais vous dire, c'est envisageable à l'extérieur, sur un balcon, avec une distance de au moins de 3 mètres, et à condition d'avoir respecté les mesures d'hygiène pendant la préparation des plats de Shabbat, donc un masque pendant toute la préparation des plats de Shabbat, et lorsqu'on sert nos parents, c'est ce que moi-même je fais avec mes parents qui sont en bonne vie jusqu'à 120 ans, et je pense que c'est faisable à la condition que ça soit dehors, sur un balcon, et avec une distance minimale de 2 mètres, si ce n'est plus. Eh bien, professeur Gabriel Izbiki, merci beaucoup. C'était très important de dialoguer avec vous ce matin. Merci beaucoup pour toutes ces précisions et à bientôt et bonne continuation et betzlacha dans votre lutte, on va dire, dans votre service contre le coronavirus. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci beaucoup à vous et à tous les auditeurs. Bonne santé à tout le monde. Shalom, shalom.